Bonjour à tous, merci de nous rejoindre au Parlement européen. Alors cette semaine, il a beaucoup été question du Brexit à Bruxelles. La première ministre britannique Theresa May veut en effet activer l'article 50 dans le sens d'un Brexit dur. Et elle compte beaucoup sur la capacité de la Grande-Bretagne de renouer une relation spéciale avec les États-Unis. Alors c'est la première à avoir été reçue à la Maison-Blanche, bien sûr. Et elle a cherché à mettre en avant un possible accord de commerce bilatéral avec un certain Donald Trump. Jusqu'à présent, les 27 États membres de l'Union européenne ont su faire bloc face à Londres sur leur solution à eux. Mais sous la double pression britannique et américaine, cela va-t-il perdurer? On va poser la question, bien sûr, à nos invités aujourd'hui. Charles Tannock, bonjour. Bonjour. Député européen des conservateurs et réformistes. Ici au Parlement, ça correspond aux Tories qui sont évidemment au pouvoir. Vous êtes face aujourd'hui à Alan Smith, bonjour. Bonjour. Député européen des Verts, pour la Grande-Bretagne. Les Verts, c'est le Parti national écossais, plus exactement. Voilà. Nous travaillons ensemble avec les Verts dans ce Parlement, mais je suis un nationaliste écossais. Voilà. Et Evelyn Gebhardt, aujourd'hui députée européenne Bonjour. des socialistes et démocrates pour l'Allemagne. Alors, on nous a présenté le Brexit comme une chance, une opportunité de renouer cette fameuse relation spéciale entre la Grande-Bretagne et les États-Unis, et avec un certain Donald Trump au passage. Ça vous paraît réaliste? Non, je suis très déçu parce que, à mon avis, on avait une meilleure relation avec le Royaume-Uni dans l'Union européenne comme bon ami des États-Unis. Et Donald Trump, il a complètement changé 40 ou 50 ans de politique étrangère, de dire qu'il est en faveur du Brexit, qu'il veut détruire l'Union européenne, il n'est pas d'accord avec le projet européen. On vit dans des moments vraiment révolutionnaires dans les relations avec les États-Unis. Mais Donald Trump, il dit une chose différente chaque jour de la semaine. Il a dit la semaine dernière qu'il était d'accord avec l'Union européenne. Alors on ne sait pas qu'est-ce qu'il pense vraiment. Mais c'est vrai que Madame May est allée à Washington. Elle a offert une visite d'État pour Trump de venir connaître notre reine. Et on va voir si elle aura du succès en négocier un accord de libre commerce. Ça va être très difficile parce que le Royaume-Uni, on exporte plus aux États-Unis qu'ils exportent à nous. Et M. Trump, il est un protectionniste. Il a dit qu'il veut la protection de ses travailleurs. Comment est-ce qu'il va réconcilier ça avec un traité de libre commerce avec le Royaume-Uni? C'est quand même un peu ce qu'on vous dit, parce que vous êtes aussi dans ce Royaume-Uni pour l'instant, évidemment, vous le disiez, en Écosse. Et alors, Trump, il a abandonné l'idée d'un traité transatlantique avec l'ensemble des Européens, mais il voudrait peut-être nouer, nous dit-on, un accord commercial bilatéral avantageux. Vous croyez à cette idée ou pas du tout? Non, pas du tout en fait. Il a dit plusieurs de choses. Tous les jours, il y a une différente histoire. Contradiction. Voilà, tous les jours. L'Écosse, le Royaume-Uni est évidemment très proche avec les États-Unis. Nous avons une histoire commune, une langue commune. Mais le président Trump, c'est tous dans la question de pouvoir. Il a beaucoup critiqué l'Europe, soyons tout à fait honnêtes. Oui. L'Allemagne pour ses bonnes performances économiques. La France parce que Paris a été touché par des attentats. Et puis, il a en effet félicité la Grande-Bretagne du Brexit. C'est son chouchou, la Grande-Bretagne? Ça en a l'air, mais je n'en suis pas sûre. Comme mes deux collègues, je ne sais pas très bien ce que M. Trump veut réellement, parce que c'est vrai qu'il est très en contradiction avec lui-même. Un jour, c'est ça, le jour suivant, c'est autre chose. Il veut des relations spécifiques avec chaque État membre de l'Union européenne, mais pas avec l'Union européenne. Mais en même temps, il veut le protectionnisme pour son pays, donc pas de relations commerciales. Donc on ne sait pas qu'est-ce qu'il veut. En fait, j'ai l'impression que ce qu'il veut, c'est ce que veulent tous les populistes de droite, c'est de faire éclater les pays et de faire en sorte que les nationalismes se remontent. Alors on va justement progresser sur cette thématique en rappelant que Theresa May, elle espère négocier toujours le meilleur deal possible avec l'Union européenne. On a longtemps évoqué le fameux modèle norvégien d'appartenance à l'espace économique européen, mais qui implique aussi la libre circulation des travailleurs européens. Reportage tout de suite à Tromsø sur ce fameux modèle norvégien signé Anaïs Gerhard. Midi, bien au-delà du cercle polaire, après quelques heures de pêche en eau glaciale, les casiers débordent en cette saison du cabillaud. Ce poisson, à peine accosté sur l'île, est vidé, nettoyé et plongé à moins 2 degrés.
Température idéale pour l'envoi en frais vers l'Union européenne. Une union dont la Norvège n'est pas membre, mais qui est son premier client. 95% de la marchandise de ce producteur est à destination de l'Europe de l'Ouest. C'est le marché haut de gamme du poisson et pourtant, il passe les frontières sans aucune taxe. Pour le poisson blanc, il y a quelques espèces. Il y a un tarif assez bas, 3-4%. Mais pour les espèces les plus importantes, cabillaud, aigle fin, lieu noir, flétan, il n'y a pas de droits de douane. Mais les barrières douanières s'élèvent avec la transformation sur place, à tel point qu'avec le coût de la main-d'œuvre, il est rentable de congeler le poisson 2 fois pour le faire passer par l'Asie avant de revenir vers l'Europe. La pêche et l'agriculture sont les seuls domaines pour lesquels la Norvège n'accède pas au marché unique. Ces secteurs ont négocié un protocole à part pour garder la main sur l'ensemble de leurs ressources. Pour le reste, l'accès au marché est total. En échange, la Norvège a versé 1,8 milliard d'euros sur 5 ans à l'UE, presque autant que si elle était membre, sans avoir son mot à dire sur les normes. Nous sommes membres à part entière du marché unique et de l'espace Schengen. Nous sommes l'une des rares nations qui, même si elle n'est pas dans l'Union européenne, applique les directives sur l'emploi. Nous aimerions rester proches dans l'Union européenne, mais sans bien sûr en devenir membre. Un nom ferme dicté lors de 2 référendums en 1972 et 1994. Depuis, le pays n'a cessé de se rapprocher. La Norvège a adopté plus de 6000 règles votées par l'UE et se comporte à 75% comme un pays membre. Exemple dans ce centre de recherche à Tromsø qui bénéficie d'aide à la recherche de Bruxelles. 9,5 millions ont été débloqués pour un programme sur les modes de consommation alimentaire. Quand vous avez un contrat de travail, tout devient très facile. Ça devient très facile d'arranger le reste. Ce chercheur grec est installé ici depuis 30 ans. Comme les Norvégiens dans l'UE, les travailleurs européens bénéficient de la libre circulation. Nous avons vu une augmentation de personnes venant d'Europe ces dernières années à cause de la crise économique de l'Europe du Sud. Avoir un travail, être étudiant Erasmus comme ce chercheur italien spécialiste du crabe, la Norvège est ouverte à tous, mais de préférence aux meilleurs. Nous voulons attirer les meilleurs candidats pour le poste, indépendamment de leurs origines ou leur nationalité. Si c'est un Espagnol qui est meilleur qu'un Norvégien, nos directeurs scientifiques préféreront prendre l'Espagnol plutôt que le Norvégien. Nofima est l'un des plus grands centres de recherche européens. Alors que l'UE se réjouirait d'intégrer ce bon élève, la Norvège préfère, elle, rester un pied dedans, un pied dehors. Alors, le modèle norvégien, est-ce que c'est un modèle qui s'appliquerait désormais véritablement au Royaume-Uni ? C'est une option ou ça n'est vraiment pas une option puisqu'on a vu quand même libre circulation des travailleurs européens ? Madame May a refusé le modèle norvégien, malheureusement parce que moi j'étais d'accord comme un compromis parce qu'on aurait accès au marché unique, mais en même temps on aurait le droit de faire des accords internationaux de libre commerce. Et aussi, on a le droit d'appliquer une limitation sur l'immigration parce que le Liechtenstein, la principauté du Liechtenstein, applique l'article 112. Alors, c'est un compromis et beaucoup de personnes comme moi qui appuient que l'Union européenne, que le Royaume-Uni reste dans l'Union européenne, on sait très bien que c'est plus possible avec Madame May. Et alors, au moins ça, on resterait le plus proche possible de l'Union européenne sans être membre. Alors ça vous irait aussi, vous, ce modèle norvégien, il est plus d'actualité presque. Ça reste notre proposition. L'Écosse, nous sommes bouleversés sur toutes les questions européennes maintenant. C'est une tragédie nationale pour les Écossais et les Britanniques. Et c'est absolument contre notre intérêt de quitter l'Union européenne. Mais une décision a été prise, voilà. Mais c'est tout à fait possible de rester dans le cadre économique, dans l'espace économique européen, le modèle Norvège. Nous avons proposé comme gouvernement écossais pour nous et l'Irlande du Nord, si ce n'est pas possible politiquement pour la Grande-Bretagne, pour l'Écosse et l'Irlande du Nord de rester dans le cadre espace économique européen. Mais a dit non, c'est clair.
mais ce n'est pas encore fini, chez nous et dans le cadre européen aussi. Alors justement, du côté de l'Union européenne, en effet, on s'interroge aussi sur ce qu'on va proposer aux Britanniques. Et c'est vrai que jusqu'à présent, on a plutôt fait preuve d'un front uni. Est-ce que ça risque de durer ? Je l'espère parce que c'est absolument nécessaire si nous voulons vraiment avoir les citoyens de notre côté dans l'évolution de l'Union européenne. Nous devons rester unis par rapport à la Grande-Bretagne. Je suis très contente d'être avec deux collègues britanniques très pro-européens, mais ils ne le sont pas tous. Et je ne suis pas tout à fait d'accord. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce modèle norvégien quand je vois l'article 112 et ce que fait le gouvernement britannique en ce moment avec les citoyens européens qui sont déjà mis en position difficile. C'est une honte et on joue avec les vies et la sécurité des citoyens qui sont dans mon pays, qui travaillent, qui contribuent, qui ont leur famille, qui sont venus pensant qu'ils avaient tout plein droit d'Européens. Et maintenant, on fait de leur vie, de leur avenir, un espèce de chantage avec les 27 pour avoir des avantages économiques dans les négociations du Brexit. Alors, moi, j'ai critiqué ça publiquement. Alors qu'il y en a aussi 1,2 million qui sont en vérité des Britanniques. 3 millions, presque 3 millions de Britanniques. Plus de 3 millions. Oui. Non, seulement 1,2 million pour les Britanniques qui sont dans les 27 pays, surtout en Espagne, France et Italie, la grande majorité. Oui. Voilà. Oui. Alors vous dites, qu'est-ce que vous attendez des Européens finalement, puisque vous vous dites très très pro-européens? Est-ce qu'ils doivent justement rester sur cette perspective qu'il y aura un Brexit dur et très dur aussi peut-être à avaler pour le Royaume-Uni? On verra, mais la question, il y a un grand débat chez nous, en Écosse, chez nous en Grande-Bretagne, chez nous en Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, ce n'est pas un bloc. C'est un assortissement de différents pays. L'Irlande du Nord, c'est dur là. C'est très, très, très dur là. C'est trop dangereux avec la violence qui peut retourner. Absolument, absolument. Très dangereux. En Écosse, nous avons voté pour rester dans le cadre européen. Aidons-nous, aidez-nous. Les Britanniques, c'est seulement... Ça, c'est la position de Mme May, c'est beaucoup plus faible qu'elle pense. C'était seulement 52%. Ce n'est pas une grande majorité. Après une campagne qui était... Pas de mensonges. Voilà, c'était Alice in Wonderland. Et les citoyens ne pouvaient pas voter, mais un citoyen du Mozambique ou de Rwanda, un réfugié, avait le droit de vote. Alors, ça c'est un paradoxe. J'attire votre attention sur un sondage récent de YouGov qui est assez paradoxal. Donc 23 juin, Brexit. Les Britanniques, à 43%, sont inquiets, se disent que c'est une source d'inquiétude que ce Brexit, 43%. Et en même temps, on nous dit qu'ils veulent se rapprocher des États-Unis, mais la moitié d'entre eux disent qu'ils rêvent la nuit de Donald Trump et que c'est une source d'angoisse, même plus d'inquiétude, d'angoisse. Donc, on voit bien que ça peut pas très bien fonctionner, le parallélisme entre les deux. C'est pas ou l'Union européenne ou les États-Unis. Écoutez, il faut voir la Grande-Bretagne, telle que je l'ai toujours ressentie, c'est un pays des droits des citoyens, c'est un pays des droits humains, c'est un pays de la démocratie. C'est toujours comme ça que je l'ai considéré. Et M. Trump, c'est exactement le contraire. La manière dont il remet en cause les droits des journalistes, de la presse par exemple, la manière dont il est en train de former sa politique, c'est le contraire de ce que la vie citoyenne Moi, je n'ai jamais vu dans mon pays qu'on les juge, on les a appelés les ennemis du peuple dans les journaux, dans un journal, ennemis du peuple, parce qu'ils cherchaient d'empêcher l'article 50 sans un acte parlementaire du Parlement national. Alors, on vit dans un temps révolutionnaire dont toutes les normes dans lesquelles vous avez parlé ne sont pas, on ne peut pas être sûr que ça va exister. Parce que maintenant, on veut sortir de l'Union européenne, mais il y a beaucoup dans mon parti qui veulent aussi sortir de la Convention des droits de l'homme, du Conseil de l'Europe. Ça va être le prochain discours. C'est clair. Et c'est très clair, ça. Il y a quelque chose de mauvais et moche dans l'air maintenant, dans tout notre pays. C'est beaucoup plus important que nous qui pouvons travailler ensemble, de travailler ensemble. Parce que nous sommes dans un moment d'histoire, je pense, maintenant. Et par contre, il y a quelque chose qui a en commun et qu'on a découvert
découvert entre le Royaume-Uni et les États-Unis, c'est peut-être un algorithme d'un certain milliardaire qui a introduit dans la campagne électorale justement la possibilité d'avoir des profils très exacts des internautes et de leur envoyer des publicités ciblées au profit de UKIP, celui qui disait qu'il fallait le Brexit, et au profit de Donald Trump. Et ça, c'est un parallélisme assez malheureux. Ah oui, les Russes aussi. Il y a une interférence russe aussi dans les élections françaises. Cette entreprise est en train de proposer ses services au Front National, à l'AfD en Allemagne et à d'autres, justement. Non, et ça, c'est vraiment très, très dangereux. C'est très dangereux. Il y a une interférence de certaines puissances et certains individus qui sont contre tout. Les questions de libéralisme international, de multilatéralisme, tout ça, ils veulent détruire, ils veulent retourner aux États-nations et ça va finir dans la guerre si on continue dans ce chemin-là. Parce que c'est très bon d'aimer la patrie, mais avoir une haine contre les étrangers, comme on commence à voir dans mon pays, moi je n'ai jamais vu comme ça dans mon parti, dans mon pays, comme je le vois maintenant. Merci en tout cas d'avoir très bien illustré ce débat sur Brexit, États-Unis, Royaume-Uni, quelles relations spécialement dans le futur. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous restez en notre compagnie bien sûr pour la seconde partie où nous retrouvons comme toujours notre grand invité. À très bientôt.